Pourquoi les Algériens sont-ils violents? La question vous choque peut-être. Ben oui, elle sous-entend que les Algériens seraient violents. C'est pas vraiment politiquement correct. Et pourtant, si je croise la dernière vidéo de Za, qui dit dans le titre que la génération de nos parents est violente à cause de l'essence plombée, et le fait que l'essence plombée n'ait été interdite que assez récemment en Algérie, en 2021, je pourrais arriver à cette conclusion. C'est pas juste de l'histoire environnementale, c'est de l'histoire intime. Leur cerveau, les cerveaux de nos parents, ils ont poussé dans un bain toxique. Et ça a laissé des traces dans leur façon de réguler la colère, de transmettre des choses et de vivre les conflits. Et puisque les Algériens ont baigné dans le même environnement jusqu'à assez récemment, je vous laisse conclure. Sauf que tout ça, c'est faux. Ou en tout cas, extrêmement douteux. Et on va voir ça dans la vidéo. Parce que même à supposer que les Algériens soient vraiment violents, parce que je vous vois venir d'ici les droits tardés, ce sera pas, ou ce sera pas seulement la faute au plomb dans l'essence. Mais j'ai quand même une petite question avant de commencer. Ce serait pas de l'agisme un tel titre? Pourquoi nos parents sont-ils violents? Et cette expression OK boomer, moi j'ai pas de problème à ce qu'on discrimine selon l'âge. Mais je croyais que l'extrême gauche se voulait universaliste et empathique avec les victimes et refusait les discriminations. Parce que là, tu discrimines bien des victimes de l'essence plombée, on est d'accord? Ou bien j'ai loupé un truc? Non, en fait, ça, c'est un cas d'école de mec à qui on accorde du crédit parce qu'il parle bien. Il y a des textes bien travaillés, avec même des accents poétiques. Il y a des références à la peinture de Goya, à la mythologie grecque, donc il y a une certaine culture classique, ça on aime bien, ça fait intellectuel. Il y a de l'humour, il y a des vidéos qui sont excellentes techniquement, aussi bien sur la qualité de l'image que sur le montage. Il y a des sources qui sont citées comme un véritable travail académique, sauf que c'est pas du tout un travail académique. C'est même pas une vidéo qui parle de psychologie. Ou alors on est juste au niveau de la dépression, c'est la faute à la sérotonine, qui s'est transformée en la violence, c'est la faute au plomb. Non, c'est juste un travail de militant politique de base. Et les discours militants, c'est pas fait pour s'embarrasser de nuances. Faut amener le viewer à penser comme toi. Et ça, peu importe les procédés douteux utilisés. Et donc derrière, si tu grattes un peu, le discours de Za, il est faux. Ou en tout cas, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et malhonnête, car on va le voir, il utilise les mêmes méthodes de manipulation qu'Emmanuel Macron. Pas de la manipulation en amateur comme le ferait un pervers narcissique. Non, non, des trucs hypnotiques de pro. La vidéo de Za développe assez peu les raisons pour lesquelles on ajoutait du plomb dans l'essence, qui était principalement au nombre de deux. Le premier, c'était augmenter l'indice d'octane, donc les performances, donc faire baisser la consommation d'essence. Et le second, c'était pour protéger les sièges de soupape de l'usure. Est-ce que ça pose problème à quelqu'un, et à Za en particulier, qu'on ait voulu augmenter les performances, baisser la consommation et prolonger la durée de vie des moteurs? Non, je ne pense pas, mais c'est marrant comment il oublie de voir l'intention positive derrière les actions engagées par l'industrie automobile. Est-ce que ce serait pour mieux la diaboliser? En science, on évite de diaboliser. Enfin, quand on fait de la vraie science. Pas comme certains zététiciens sur Internet qui prétendent faire de la science mais qui perdent des procès pour injure publique. Quand bien même ils auraient raison sur le fond. En politique bas de gamme, par contre, diaboliser ses adversaires, c'est une pratique assez courante. Est-ce qu'on aurait pu, techniquement, dans les années 20, arriver à des essences aussi performantes et la même durée de vie moteur sans plomber l'essence? Et si oui, avec quels matériaux et pour quel coût? Est-ce qu'on n'aurait pas pu se passer de tétraéthyle de plomb plus tôt, notamment grâce au progrès du raffinage de pétrole? Je pense là au craquage catalytique qui a été inventé en 1937. Ce seraient des questions intéressantes pour parler d'essence plombée sans diaboliser. Et je connais pas les réponses. Je suis pas expert en mécanique, mais ça ferait un sujet intéressant pour les deux zigotos de Villebrequin, au lieu de s'engueuler publiquement sur la garde du gamin. Poser des questions pour essayer de comprendre, pas possible. Mais grossir le négatif, donc la responsabilité de Standard Oil avec son imagination, autrement dit basée sur rien, Saza, il sait faire. Et Standard Oil rend officiel 5 morts liés au travail dans la seule année 1924. Et donc on s'imagine que c'était beaucoup plus en vérité. On s'imagine. Non, moi je me l'imagine pas. Justement, l'imagination, ça n'a pas sa place en science.
Et c'est à ce genre de procédé rhétorique que je sais que c'est un travail de militant politique et pas un travail de scientifique. Car utiliser on à la place de je, c'est assez courant, surtout chez les militants politiques. Sauf que, d'une part, c'est une généralisation abusive, soit l'inverse de ce qui est recherché dans un contexte scientifique. D'autre part, c'est un outil d'hypnose conversationnelle, juste histoire de vous glisser une idée sous le seuil de conscience, bref, un outil de manipulation. Et surtout, comme on ne sait pas bien qui est ce on, c'est un moyen de diluer la responsabilité de celui qui prononce cette parole. J'en connais aussi qui parleraient de pulsion grégaire ou même de projection. De nombreux psychothérapeutes apprennent à leurs patients à dire je au lieu de on ou de nous. Ainsi, au lieu de dire on ne devrait pas se mettre en colère, il vaut mieux dire je sens de la colère et j'ai du mal à la gérer. Ça ressemble à un retournement rhétorique qui ne change pas grand-chose au fond, mais en fait, si, ça change vraiment tout dans la manière de se confronter à sa colère. Et comme c'est un sujet bien connu des psychothérapies, et aussi des profs de français, je ne devrais rien apprendre à ça, là. Et du coup, je m'interroge, pourquoi avoir utilisé ce « on » ? Est-ce que c'est une manipulation consciente ? Ou est-ce qu'il y a un biais de pensée derrière dont il ne s'est même pas rendu compte ? Dire « je », ça permet de prendre ses responsabilités, d'aller vers l'action engagée, dont il fut probablement question lors de ta formation sur Acte. Ainsi, au lieu de me dire « on ne devrait pas se laisser faire quand un mec sort une vidéo malhonnête », je peux me dire « je refuse de continuer à me taire quand mes valeurs d'honnêteté sont bafouées ». Et me voilà dans l'affirmation de moi et l'action engagée, et je tourne cette vidéo. Ah, mais c'est vrai, Zaha, que tu étais critique de Acte parce que tu t'imaginais, parce que tu prêtais l'opinion à ton formateur qu'une femme devait accepter de se faire battre par son mari. Mais tu ne crois pas que ça allait de soi, que l'acceptation n'était pas la solution à tous les maux ? Est-ce que par contre, apprendre à un homme qui a tendance à se mettre facilement en colère et qui pourrait être tenté de battre sa femme quand il est en colère, lui apprendre à accepter des contrariétés, ça pourrait pas être utile justement pour lutter contre la violence conjugale ? Tu surgénéralises sur le plomb, comme dans l'interprétation de ce qu'a voulu dire ton formateur. Et c'est un biais de pensée bien connu dans le monde des TCC. Et Acte fait justement partie des TCC. J'ai donc l'impression que tu es passé à côté de l'intérêt de la thérapie Acte. Ou même, tu es peut-être passé à côté d'un principe important dans le cadre des accompagnements thérapeutiques, le bienfait de l'un et le poison de l'autre. Je répète, le bienfait de l'un et le poison de l'autre. Tout l'enjeu du thérapeute, c'est d'aider la personne qu'il a en face de lui à trouver et à appliquer ce qui lui fait du bien. À lui, pas à une autre personne. Bref, une thérapie, quelle qu'elle soit, ça doit être personnalisé. Faut pas bêtement appliquer le manuel. Ce que tu as appris lors de ta formation sur Acte, tu ne peux pas tout réutiliser sur tous tes patients. Ah, ça m'avait mindfuck, moi, la première fois que l'on m'a dit que le bienfait de l'un est le poison de l'autre. J'ai eu du mal à l'accepter. Bon, maintenant c'est ok, j'ai compris, j'ai intégré ça. J'ai aussi pas mal progressé dans ma connaissance de la psyché. C'est un principe essentiel. Si toi, de ton côté, tu n'as pas encore compris ça, bah, ça m'inquiète pour ta patientèle. Bon, en soi, c'est pas grave, hein. Des mauvais psys, il y en a déjà plein. On m'a raconté dimanche une histoire sur un psychopraticien que je connais qui coucherait avec ses patientes. Des fois, je me dis même que je pourrais proposer des thérapies, parce que bien que ma formation soit assez minime, je peux pas faire pire que lui. Bon, mais je m'égare. Et puis ça, c'est quand même pas très précis ta vidéo. Parce que d'abord, tu nous dis que General Motors a développé l'essence plombée, et juste après, tu nous dis qu'il y a eu des morts dans l'industrie chez Standard Oil. Comment ça se fait ? C'est pas la même société, General Motors et Standard Oil. Standard Oil, alias Esso au passage, pour ceux qui connaîtraient pas. Mais je t'ai vu taper le gosse, je t'ai vu, hein. Un plein égale une fourchette. En fait, le véritable inventeur de l'essence plombée, c'est Thomas Midgley. Il bossait dans les laboratoires de General Motors, donc ça, c'est bon. D'ailleurs, pour la petite histoire, Thomas Midgley, après avoir inventé l'essence plombée, il essaiera quand même un petit peu de se rattraper en inventant les CFC. C'est des gaz qui sont anodins pour l'homme, avec des usages industriels importants, mais dont on s'apercevra un petit peu plus tard qu'ils seront particulièrement nocifs pour la couche d'eau jaune.
Pardon, la couche d'ozone, j'en tiens une couche aussi, moi. Donc, Thomas Midgley a inventé le tétraéthyle de plomb pour le compte de General Motors. La vente et la promotion seront le fait d'une société qui sera nommée Ethyl Gasoline Corporation et qui sera créée conjointement par General Motors et Standard Oil, alias Esso. Bordel, soyons précis. Ou pas si on fait pas de la science, parce qu'à ce stade, vous aurez compris. C'est une vidéo qui semble le fruit de longues recherches, qu'il est probablement, sauf que c'est pas du tout de la science, c'est de la politique engagée d'un militant d'extrême gauche, davantage qu'un travail de vulgarisation scientifique. Le premier truc qu'aurait fait un mec honnête au sujet du plomb dans l'air, ce serait de prendre des chiffres français. La plupart des gens qui regardent sa vidéo, qui est en français, ils le font aussi depuis la France. Donc autant vérifier que ce qui s'est passé aux US, ça s'applique bien à la France aussi. Et puis, ça permet d'afficher les chiffres pour la France à l'écran, ça parlera quand même un petit peu plus à l'audience que des études US. Alors, j'ai trouvé comme date de commercialisation de l'essence non plombée 1990. Sachant qu'à cette date, il y avait déjà une bonne partie des voitures qui étaient compatibles avec de l'essence sans plomb. C'était pas commercialisé plus tôt parce que l'État décide de la composition de l'essence, et donc ils ont décidé de ne pas autoriser la vente d'essence sans plomb plus tôt. Me demandez pas pourquoi ça s'est pas fait plus tôt, j'en ai aucune idée. Pourtant, ces mêmes pouvoirs publics s'étaient alertés beaucoup plus tôt sur la pollution atmosphérique au plomb. On a commencé à mettre moins de plomb dans l'essence dès la fin des années 70, et on a fait la promotion du diesel. Bah ouais, à l'époque, on savait pas que les particules fines, c'était cancérigène aussi. Avec pour conséquence que le pic de pollution au plomb à Paris, c'était en 1978, avec 8 microgrammes de plomb par mètre cube d'air, et depuis cette date, la quantité de plomb dans l'air n'a cessé de baisser, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. En 1997, donc quand largement moins de 10% des automobilistes roulaient encore au plombé, la teneur en plomb dans l'air est tombée à 0,2 microgrammes par mètre cube. Et ça continue d'ailleurs de baisser encore depuis. Donc ceux qui étaient des gamins à Paris, et plus globalement en France, dans les années 60 et 70, ont en effet respiré une bonne quantité de plomb, et c'est un neurotoxique notoire. Bon, ça, je valide. Pour le côté neurotoxique, je vais même pas essayer de le contredire. Eh oui, pendant très très longtemps, les peintures, aussi bien les peintures genre mon mur derrière moi, que la peinture à l'huile, c'était fait à partir de plomb. En tout cas pour obtenir une couleur blanche, bien blanche, qui plaisait beaucoup aux artistes, qui en sont devenus fous pour certains. Et du fait qu'on ne rajoute pas de plomb dans l'essence, je m'en réjouis aussi. Et donc, si les études US sont bien valides et applicables à la France, on devrait retrouver aussi en France une baisse de la criminalité 15-20 ans après la diminution du plomb atmosphérique. Autrement dit, une baisse vers le milieu des années 90, peut-être plutôt vers la fin ou au début des années 2000. Alors ok, j'ai retrouvé les chiffres. Vous voyez une baisse de la criminalité dans les années 90, vous? Moi pas. Et comme c'est le pays qui concerne la majorité de son audience, moi je serais bien surpris que ZA n'ait pas cherché ce graphique. Alors ok, c'est pas le premier lien sur Google, mais j'ai pas eu tant de mal que ça à le trouver quand même. Est-ce que par hasard, ZA, tu serais pas allé cherry-piquer tes informations? C'est un procédé classique quand on fait de la politique, qu'on veut avoir raison, absolument pas de la science. C'est du cherry-picking, c'est je cherche un argument, je ne cherche pas le contre-argument, c'est de la politique quoi. Et pour conséquence, tout ce que tu dis sur le plomb, ça s'applique pas à la France. Bon, il y a un truc qui cloche, malgré des études qui disent le contraire pour les États-Unis. Bon, en fait, cette histoire d'essence plombée, je la connais maintenant depuis quelques années. Ces études sur l'effet du plomb sont régulièrement ressorties dans les débats sur les armes à feu aux US. Alors, pour faire simple, au cours des années 90, les États-Unis ont connu un important recul de la criminalité. Et chaque camp politique voudrait tirer la couverture vers lui pour expliquer cette baisse. Est-ce que ce serait dû au fait que, durant les années 80, la CIA était ami-ami avec des trafiquants de drogue et plein de drogue arrivait vers les États-Unis? Ils laissaient faire parce qu'il y avait des intérêts géopolitiques. Mais quand ils ont arrêté cette politique, dans les années 90, il y a eu une baisse de la délinquance. C'est peut-être ça. Il y a aussi eu un grand phénomène de libéralisation des armes à feu à la fin des années 80, années 90. Parce qu'aux US, la loi sur les armes à feu change selon l'État, selon les élections et donc selon la période. Ou alors est-ce que ce serait dû à des politiques sécuritaires menées localement? Parce que le maire de New York, notamment à l'époque, était connu pour sa politique de tolérance zéro.
Ça avait inspiré Sarkozy et son Karcher notamment. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela. Est-ce que ce serait dû à des peines d'incarcération qui sont devenues plus longues? Est-ce que ce serait dû à une économie américaine plus en forme dans les années 90? Ou est-ce que ce serait dû à une baisse du plomb dans l'air? Et j'oublie probablement encore plein de facteurs qui peuvent expliquer cette baisse. Pendant longtemps, la gauche privilégiait comme facteur explicatif de la baisse de la délinquance durant les années 90 l'influence de l'économie. Sauf que, depuis sont sorties plein d'études qui viennent nous expliquer que ça n'explique finalement qu'assez peu la baisse et qu'il doit probablement y avoir autre chose, genre les politiques sécuritaires dites de droite ou la libéralisation des armes à feu. Bref, ça embêtait un peu la gauche que finalement les politiques de droite semblaient marcher. Ou c'est peut-être autre chose parce que la criminalité, si ça se trouve, c'est quand même beaucoup plus complexe que de chercher des facteurs dans des statistiques. Et comme il y avait cette corrélation entre la baisse du plomb dans l'air et la baisse de la délinquance, c'est devenu le nouvel argument privilégié des gens de gauche qui ne voulaient pas plus de flics, plus de prisons ou plus d'armes à feu. Sauf que corrélation n'est pas causalité et que ces études sur le plomb dans l'air, qui seraient cause de délinquance, s'aveuglent un peu aux autres causes possibles. Et vu qu'on n'a pas la même baisse en France, autant dire que non, le plomb n'explique pas tout. Avoir une corrélation, c'est pas suffisant pour qu'il y ait une causalité. Est-ce que tu savais que consommer de la margarine est une cause de divorce? Ou en tout cas, c'est ce que semble montrer ce graphique. Ou encore, que la consommation de beurre, elle serait plutôt liée au nombre d'épidémiologistes. Ou encore, est-ce que tu savais que la popularité du prénom Margarita aux US était liée au vol de voiture? Tu vois, des corrélations à la con, on peut en trouver plein. C'est archi classique les études biaisées, et celles qui utilisent ça en font partie. En fait, c'est même pire que ça. La grande majorité des études sont biaisées au profit de celui qui finance. Et ça, a priori, ça, il le sait bien. Cet héritage, il ne s'est pas seulement inscrit dans des trajectoires individuelles, mais dans tout un climat générationnel. On peut le lire dans la manière dont s'est imposée une discipline scolaire centrée sur la sanction. Dis-moi ça, t'es au courant que pendant les années 60, c'était commun que l'instituteur rosse les élèves en France? Il avait pourtant pas été élevé dans une atmosphère saturée en plomb, lui. Et tu as lu Alice Miller, en particulier C'est pour ton bien, où elle cite de nombreux ouvrages sur l'éducation qui nous montrent que ce qu'on appelle la pédagogie noire, ça commence bien avant le XXe siècle même. Et on peut même dire que le XXe siècle a remis en question la discipline centrée sur la sanction. Ce sont même des députés qui, pour une bonne partie, ont grandi dans cette atmosphère pleine de plomb, qui ont voté pour l'interdiction de la fessée en 2019. Donc non, le plomb n'a rien à voir avec la discipline scolaire. Les bases de l'école actuelle, elles sont quasi inchangées depuis plus de 100 ans. C'est bien dommage qu'on n'ait pas tenté de moderniser l'école, mais en attendant, je me demande bien comment tu peux arriver à dire ça. Tolérance sociale à l'alcoolisation massive. Ben non, la consommation d'alcool, elle est en baisse en France sur une durée longue. Et c'est un fait bien connu. Je suis quand même surpris que ce ne soit pas arrivé jusqu'à tes oreilles. Et je suis également surpris que personne n'ait tiqué dans tes commentaires. Est-ce que par hasard, t'effacerais pas les commentaires qui vont pas dans ton sens, comme à la glorieuse époque de l'Union soviétique? Parce que ça expliquerait bien des choses. Il y a plusieurs études longitudinales qui montrent que les individus les plus plombés dans leur enfance, ils ont un risque accru de 40% de développer une dépendance à l'alcool à l'âge adulte. Est-ce que ces études ont bien fait attention à isoler le plomb des autres facteurs explicatifs? Parce que c'est aussi les plus pauvres qui ont le plus de chances de vivre dans un logement qui contient des peintures au plomb ou d'avoir des canalisations au plomb. Et puis, tu sais comme moi que la dépendance à l'alcool, ça a quand même des causes multifactorielles, on peut pas réduire ça au plomb. Des cohortes nées avant l'interdiction de l'essence plombée montrent à l'âge adulte une probabilité plus élevée de maladies chroniques et de déficits exécutifs. Des cohortes qui sont nées avant l'interdiction de l'essence plombée montrent aussi une moins grande prévalence de l'addiction au smartphone. Donc le plomb protège de l'addiction au smartphone. Ou alors corrélation n'est pas causalité, je sais pas. En attendant, ça fait avancer ton narratif militant. L'empreinte biologique du plomb, elle se voit pas seulement dans des chiffres de l'échec scolaire ou des courbes de criminalité, elle se perçoit dans des styles de socialisation, des formes d'autorité, des seuils de tolérance à la violence. Et comment tu expliques la montée des mouvements violents au cours des années 30? Et quelles sont tes sources là? Je crois que je connais ce procédé en fait. Tu commences par démontrer quelque chose d'exact, ou qui semble exact pour qui ne gratte pas. Et hop, tout à la fin, tu développes la conclusion qui t'arrange, mais c'est totalement décorrélé des études que tu as citées précédemment. Et ces études, en plus, elles sont bancales.
Comme ça, tu donnes une aura d'exactitude à ce qui n'est que spéculatif. C'est une forme de manipulation, quoi. L'outil ultime de la violence du XXe siècle, c'est quand même la bagnole. Voilà. Il y a eu les 2 guerres mondiales, et c'est un moyen de déplacement que tu attaques. Ça me dépasse là. Sans surprise, c'est du coup aussi la bagnole qui va permettre de normaliser les violences d'une génération sur celle à qui elle a donné naissance, à travers ce que la bagnole recrache comme merde, en l'occurrence le plomb. Tu me dis sans surprise? Mais tu balances un truc bien surprenant, et dans un langage pas super clair. En fait, cette phrase, elle me coûte en glucose cérébral, et moi, quand je suis mindfuck comme ça, j'ai un petit signal dans ma tête qui se met en route. Alors, j'ai demandé à ChatGPT de me confirmer ce que je soupçonnais, parce que ça sent l'hypnose conversationnelle tout de même. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez faire pause et le lire. Ceux qui savent pas lire peuvent juste garder en tête que ChatGPT a bien trouvé des procédés d'hypnose conversationnelle. L'hypnose conversationnelle, c'est une technique de pro pour manipuler l'inconscient d'autrui par le langage sans qu'il s'en rende compte. C'est de la manipulation soft power. C'est une technique d'enfumage qui peut servir à prendre l'emprise sur autrui. Nous sommes en guerre. Est-ce qu'il est volontaire ce recours à l'hypnose conversationnelle? Admettons que ce soit un hasard, cette tonnerie hypnotique. Pour ceux qui ne le sauraient pas, à côté des formations d'hypnose thérapeutique pour psy, on trouve très souvent des formations d'hypnose conversationnelle, formations qui sont en général dispensées par les mêmes formateurs parce qu'au fond ça reste de l'hypnose. Le fait donc que tu aies suivi une telle formation, ça me surprendrait même pas. Autrement dit, tu es tout à fait conscient de nous manipuler, tu as même suivi des formations pour mieux le faire. J'ai demandé à mes amis psy si c'était courant qu'un psychopraticien soit formé à l'hypnose conversationnelle, et on m'a répondu que non, et que vu les risques de la technique, ce serait souhaitable que les patients soient informés. Et je suis d'accord, parce que franchement, l'hypnose c'est déjà de base la pire technique question respect du psychisme d'autrui. T'as vite fait de glisser des suggestions dans l'inconscient des gens qui ne respectent pas trop leur équilibre psychique, même si c'est vrai que l'hypnose, ça peut aussi être utilisé intelligemment et avec éthique. Mais alors l'hypnose en soum-soum, question éthique, ça donne quoi? T'en penses quoi, toi, hasard? Dans tous les cas, Saturne, ça reste avant tout le temps incarné en agresseur, en dieu cruel. Saturne, c'est le temps qu'il a fallu pour comprendre tout ça. C'est le temps perdu pour des générations entières, et c'est probablement le temps que ça prendra encore pour sortir des logiques qui continuent de nous empoisonner, et avec lesquelles, à notre tour, on empoisonnera peut-être nos enfants si on a la drôle d'idée d'en faire. Punaise, dis-moi, tu fais de l'astrologie? Et puis c'est encore mindfuck, là. Voilà, merci ChatGPT. Encore une fois. 2 tournures hypnotiques, c'est une coïncidence. Mais là, on en est à 3, et c'est donc en fait, tu utilises les mêmes techniques d'enfumage que Macron et pour défendre des idées tout aussi foireuses que les siennes. Et si je revenais au début de la vidéo, ce serait plus logique de trouver une induction. Ah bah oui, l'hypnose, ça commence dès le début. L'hypnose conversationnelle, c'est agir sous le seuil de conscience d'autrui. C'est contrôler l'interaction sans qu'il se rende compte de ce qui se passe vraiment. Pour quelqu'un qui dit travailler en ayant à cœur le respect de la personne, c'est quand même surprenant que tu utilises ça. C'est pas de la science que tu fais, c'est même pas de la psychologie, c'est même pas de la sociologie, pas même de la sociologie de comptoir, c'est clairement de la propagande politique. Et avec des méthodes de pro en plus. Et comme toute propagande politique, tu nies le réel. C'est en cela que je trouve la majorité des militants politiques irritants. Vous niez le réel au nom du respect de votre ressenti subjectif. Et je précise bien, on retrouve ça chez les militants de droite comme de gauche. Et en niant le réel, en ne nommant pas correctement les choses, vous les militants politiques, vous ne faites qu'ajouter du malheur au monde, comme aurait dit Albert Camus. Ainsi, dans ta propagande, tu parviens à nier mon vécu. Et c'est bien ce que permet l'hypnose conversationnelle, nier la réalité des gens. Donc, depuis quelques semaines, je m'intéresse à la psychogénéalogie. Et si ma mère était violente, c'est probablement parce que ma grand-mère fut violente avec elle, et qu'elle-même était probablement également assez traumatisée. Et cela, il semblerait, dès avant la Deuxième Guerre mondiale, et autant dire que la guerre, ça a vraiment pas aidé. Bref, le plomb n'a rien à voir là-dedans. Mais ça, tu t'en fous? Tu préfères hypnotiser ton public ou avoir raison.
C'est de la manipulation, l'hypnose ainsi utilisée. Et c'est vraiment sale ce que tu fais. Venir introduire ton histoire foireuse de plomb dans l'air, notoirement connue comme incomplète par quelqu'un qui a un peu de culture politique américaine, c'est juste te foutre de la gueule du monde et nier la réalité de la transmission familiale de certains traumas. Nier ma réalité, je ne te félicite pas. Et juste pour sortir ta petite histoire sociologique, tu fous un pan entier de la psychothérapie à la poubelle et tu nies la réalité de nombreuses personnes. Soit tout l'inverse de ce que tu prétends faire, peut-être même de ce que tu voudrais faire. Mais en tout cas, les faits sont bien là. Ton militantisme t'aveugle et t'amène à te conduire comme un salaud. Peut-être que tu devrais songer à arrêter d'user de ces procédés malhonnêtes et commencer à t'intéresser aux faits, non? Bon, ça, je te laisse méditer là-dessus. Et pour les autres, est venu le temps de nous quitter. Je vous souhaite une bonne journée et peut-être à bientôt pour une autre vidéo. Ciao Internet!